Hello les Itata, merci d'être au rendez-vous de notre émission. Je reçois aujourd'hui quelqu'un dont la grande région Caraïbe est le terrain de prédilection. Depuis 6 ans aux yeux des Martiniquais, elle incarne davantage Sainte-Lucie que les Sainte-Luciens eux-mêmes. Elle a choisi de faire de sa passion du voyage son activité professionnelle. Elle va nous raconter comment. Bonsoir Annie-Claude Lefroy. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Nous y voilà, ça fait déjà quelques semaines que nous préparons cette émission. Je souris, effectivement, ça fait de très très longues semaines où je ne savais pas trop exactement comment et comment venir et quand. Il faut dire qu'indépendamment de votre métier, qui est un métier public, vous êtes plutôt quelqu'un de discret, on peut dire ça. On peut dire ça parce que j'ai toujours des choses fantastiques à dire sur notamment Sainte-Lucie ces dernières années. Oui. Donc peut-être que je trouve qu'elle est bien plus jolie que moi. Alors merci beaucoup d'avoir accepté. Hein. Les téléspectateurs des Itata vont découvrir qui vous êtes. Je le disais en introduction, vous êtes justement le visage de Sainte-Lucie pour eux depuis 2018, c'est ça? Voilà, depuis 2018, donc l'aventure a commencé avec le St. Lucia Tourism Authority, donc l'autorité de tourisme de Sainte-Lucie. Ça a été un honneur pour moi quand ils m'ont approché et que j'ai accepté de les représenter. Et c'est ce que je fais, j'espère, avec beaucoup de cœur. Enfin, en tout cas, je sais avec beaucoup de cœur depuis 2018. Oui. Nous allons reparler de Sainte-Lucie dans les deuxième et troisième parties de l'émission. On va d'abord faire connaissance avec vous. C'est Kimounouye. Vous pouvez, en quelques mots, Annie-Claude Lefroy, nous dire qui vous êtes? En quelques mots... Au niveau personnalité, surtout. Ah, oui. Alors, en quelques mots, je suis quelqu'un d'assez indépendant. Je me fais confiance et je pense que beaucoup de personnes le savent et me font confiance. Bien sûr, j'ai des défauts, mais est-ce que ça vaut le coup d'en parler quand il suffit de s'appuyer sur ses qualités pour continuer dans cette vie? Et voilà, et puis je suis quelqu'un, effectivement, comme vous dites, d'assez discret sur moi, mais bien entouré avec mes amis, ma famille et mes collègues, des gens qui ont compté pour moi. Donc, je ne suis pas quelqu'un... Je suis indépendante, mais je ne suis pas quelqu'un de solitaire, puisque j'ai la chance d'avoir des gens précieux autour de moi. Alors, une de vos origines sont plutôt du Nord-Atlantique, du côté de votre maman. On va voir cette photo. Alors, ce n'est pas une photo habituelle de cette région. Dites-nous ce que c'est. Eh bien, c'est une photo que j'ai prise moi-même un jour où je revenais de Fort-de-France et je monte à Sainte-Marie. Et ça m'arrive plusieurs fois dans l'année de m'arrêter, mais vraiment de m'arrêter et de prendre des clichés du tombolo, et plus particulièrement de l'îlet, là, qui est en face du tombolo. On aperçoit quand même le tombolo et on voit l'îlet au fond. Oui, ce n'est pas un angle habituel, il n'est pas forcément visible de la route, notamment. Exactement. C'est parce que je passe par la gendarmerie, donc je passe devant la mer. Et là, voilà, je m'arrête et je prends cette photo, je regarde un peu la mer 2 minutes. Et voilà, je rentre à Sainte-Marie, je rentre un peu sur le territoire de mes parents, mon territoire aussi. Du côté de votre papa, on franchit un petit bout de mer, même un grand bout de mer. On va retrouver cette photo emblématique de Cayenne. Exactement. Donc, mon papa, il est né et a vécu en Guyane toute sa vie, bien que sa mère ait été du Lamentin. Mais j'ai connu et je connais la Guyane grâce à lui. Il a été parfaitement implanté en Guyane puisqu'il est né en plus à Maripasoula sur le fleuve. Maripasoula qu'on va retrouver effectivement, qui est une commune du Maroni.
commune fortement dépaysante, mais extraordinaire, que j'ai la chance de connaître. Mais vous ne la connaissez pas, par contre. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas parce que je n'y ai jamais vraiment mis les pieds, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ça fait partie de ma liste de vœux, my bucket list, comme on dit. Ça fait partie depuis plusieurs années. J'espère que 2025 sera l'année où je mettrai effectivement les pieds dans cette plus grande commune de France, Ouais, à ce qui paraît en tout à plus. fait. Donc, et puis pour vivre un petit peu et ressentir un petit peu ce que mon père a eu l'occasion de me raconter sur le vivre dans le Grand Ouest guyanais. Le Grand Est Le guyanais. Grand Est guyanais. Alors, on va retrouver maintenant, on n'a pas encore vu de photo de vous, donc on n'en a pas beaucoup, on profite de celle-ci, de vous enfants. Ben, celle-ci, elle est toute mignonne en fait. Voilà. Alors, je suis petite, je joue et là, je suis en maternelle. Je suis à l'école maternelle de Sainte-Marie, je pense. C'est vrai que les souvenirs sont lointains. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Donc, cette photo vient un peu figer cette enfance qui s'est faite effectivement en Martinique. Et donc, vous avez grandi partiellement en Guyane, mais très peu de temps, en fait, c'est ça? J'ai pas grandi en Guyane. En fait, je suis née en Martinique et je suis partie en Guyane bébé. Enfin, on m'a emmenée bébé. Je suis partie en Guyane quelques mois, pas longtemps. Et je suis retournée, toujours pas avec mes deux petits pieds parce que j'étais encore toute petite. On va arrêter parce que j'ai fait une grosse erreur. Effectivement, vous avez raison, c'est l'Ouest. Oui, c'est l'Ouest. C'est l'Ouest, Maripasoula. Ouais. David, je suis désolé, on reprend parce que j'ai fait une grosse erreur. Tu peux, ouais. Je me souviens plus, donc je vais carrément relancer la photo de Maripasoula, ça va être plus simple. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ce qui m'a fait me souvenir de ça, c'est que Si, c'est l'Ouest. Le Maroni, c'est à l'Ouest. Le Maroni, c'est l'Ouest. Et le Saint-Laurent, c'est le choc centre hospitalier de l'Ouest guyanais. C'est ça. Vraiment désolé. Il n'y a pas de problème. Tu peux mettre la photo d'avant et voilà. Et je vais reprendre. Désolé, hein. Désolé. Pour le temps, on va gérer? Ok. Alors justement, Maripasoula, votre papa effectivement est né là-bas. On va retrouver cette photo de cette très grande commune de Guyane, le long du Maroni. Exactement. Donc c'est une commune dans laquelle je n'ai pas encore mis les pieds. C'est la commune de naissance de mon père. J'en ai beaucoup entendu parler. Je rêve d'y aller. Il faut absolument que j'y aille, un petit peu comme un retour aux sources. Et j'espère bien que ce voyage se fera en 2025. Voilà, moi qui aime voyager, ce sera peut-être le prochain. On va retrouver maintenant une photo de vous. On ne vous a pas encore vu petite. C'est la seule photo qu'on ait de vous, hein, petite. Vous avez vécu un petit peu en Guyane ou pas? Non, je n'ai pas vécu en Guyane. Et cette photo de moi a été prise donc en école maternelle à Sainte-Marie. Où voilà, j'ai un large sourire. J'ai passé mes premières années effectivement en Martinique et très peu de temps en Guyane puisque j'y suis allée bébé, mais j'ai aussi quitté la Guyane bébé pour rejoindre la Martinique. Et vous avez rejoint cette dame qui vous a en grande partie élevé? Oui, c'est ma grand-mère. Elle m'a accueillie toute petite. Elle m'a élevée jusqu'à son décès. Hein. Et en fait, j'ai grandi avec elle et aussi dans la maison familiale où il y avait quelques-unes de ses sœurs. Donc, j'ai grandi essentiellement avec des femmes. Et ma mamie était mon centre le plus important au monde. Voilà. Dans quel quartier de Sainte-Marie? À Saint-Jacques. Voilà. Ouais. Vous parliez de l'école maternelle tout à l'heure. Je crois que vous avez fait l'école maternelle et élémentaire. Donc, c'est à l'ex-école La Salle. C'est une photo de France Antilles qui s'appelle maintenant École Henri Guédon. Exactement. Donc, l'école maternelle à Sainte-Marie, je pense que c'était au bourg de Sainte-Marie, à côté de l'église, l'école maternelle, si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est l'école La Salle,
où on prenait un car à Saint-Jacques qui nous déposait non loin de l'école. C'était une très très belle époque. J'ai fait mon école élémentaire donc du CP jusqu'au CM1. Quel souvenir vous conservez de cette période? Un très très bon souvenir. J'ai un souvenir de fête de fin d'année où on est sur le podium, on chante. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais des petits souvenirs comme ça et de maîtresses aussi, toutes mes maîtresses. Moi, je pense que j'aimais toutes mes maîtresses. Il paraît que j'étais très sérieuse. J'ai rencontré des maîtresses il n'y a pas longtemps qui me disaient que j'étais très sérieuse, très scolaire. Donc, j'ai de très très bons souvenirs dans cette école. Puis Sainte-Marie, c'est une commune authentique. Le Belay, la banane, enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont assez emblématiques de la culture martiniquaise. Exactement. Moi, j'avais enfant... La canne aussi, bien sûr. C'est tellement riche. Enfant, j'avais l'impression que le monde pouvait s'arrêter pratiquement autour de la maison, parce qu'effectivement, on était dans une maison, il y avait la campagne, il y avait les animaux, il y avait les champs de canne, les champs de bananes, on partait en balade. Donc pour moi, c'était presque la Martinique. Et puis quand on partait en expédition, c'était à Sainte-Anne, nous, au prêcheur. Alors après, vous faites le grand saut et vous partez dans l'Hexagone, dans une commune qui s'appelle... Le Kremlin-Bicêtre. Je reconnais. Alors oui, je pars au Kremlin-Bicêtre rejoindre ma mère, qui, elle, était déjà installée en métropole depuis longtemps. À côté de la Porte d'Italie. À côté de la Porte d'Italie, dans le 94, très accessible. Et je commence à aller à l'école, donc à l'école élémentaire pour faire, je pense, mon CM2. Et ensuite, une partie du collège. Voilà, là, je découvre cette vie un petit peu autrement, mais sans trop de difficultés. Et puis, toujours dans la région parisienne, mais un peu plus loin, vous allez arriver à Savigny-le-Temple. Et oui, donc ma famille s'agrandit, on accueille ma petite sœur, et là on va à Savigny-le-Temple, qui est à l'époque, donc ça date quand même de quelques décennies, n'est pas tout à fait construit autant qu'aujourd'hui, est vraiment un lieu très 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 paisible, et là on s'y installe pour y vivre jusqu'à la fin de nos études, etc. Et ma mère y habite encore. Savigny-le-Temple en 77, donc c'est la Seine-et-Marne. Alors il y a quelqu'un qui est un peu votre compagnon au quotidien, qu'on va retrouver sur cette photo. Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Non mais vraiment, il est super beau. Alors lui, c'est mon compagnon au quotidien, c'est mon bébé, chat. Il avait un grand frère, donc ça fait des années que j'accompagne ma vie d'un animal de compagnie. Ça a été des chiens pendant des années et des années. Maintenant, ce sont des chats et ils sont très très malins. Ce sont d'excellents compagnons de vie. Et les chats sont aussi apaisants, paraît-il. Ils sont apaisants, ils sont empathiques, ils ne sont pas si indépendants qu'on le croit. Ils vous montrent vraiment qu'ils ont besoin de vous. Vous avez besoin d'eux aussi. Ils se montrent indispensables. Donc ça ferait rire quelques amis de voir que mon chat est à la télé. Mais il le vaut bien. Oui. Alors, on va parler de voyage. On termine avec 2 photos de voyage. Vous parlez de vous parce que je le disais, c'est votre passion, une de vos passions en tout cas. Je suis toujours partante pour faire un voyage. Ce voyage au Bénin, je l'ai fait avec une très très bonne amie et une autre de mes amies. Nous étions 3 et il a été organisé en moins d'une demi-heure. Ah oui. Parce qu'il suffit de dire, à ce moment-là, il a suffi de parler du Bénin, il suffit de parler d'Afrique par exemple. Et on s'est dit non, il faut absolument qu'on y aille. C'était mon premier voyage sur le continent africain. Alors, je suis allée à Marrakech avant, mais sur cette partie-là d'Afrique. Et oui, là c'était l'année dernière, mais c'est comme ça que j'aime passer le temps, c'est-à-dire vraiment aller visiter, découvrir des endroits que je ne connais pas. Vous avez retrouvé des repères par rapport à notre société antillaise. On sait beaucoup d'entre nous sont originaires de là-bas, donc il y a très longtemps. Ce que j'ai retrouvé comme repère,
c'est l'accueil des Béninois, c'est l'accueil qui est réservé aux Antillais. En fait, ils disent « bon retour chez vous, Ouais. cousin Ouais. ou frère ». Et moi, j'avais jamais vraiment vu les choses de cet angle-là. Voilà, on a été mis en esclavage, quelle que soit l'histoire qu'il y a Bien autour. sûr. Hein, mais je n'avais jamais personnellement pensé qu'il s'agissait aussi pour eux de la perte Oui. d'un être cher, d'une famille, De etc. frères, de sœurs. Et voilà, et qu'ils attendaient le retour. Et ils ont cette magnifique porte du Grand Retour. Et nous sommes allés aussi la visiter, enfin, prendre l'énergie de cette porte. Et c'est très, très, très important pour eux de nous accueillir comme ça. Et c'est un petit peu ce que j'ai découvert au Bénin. Ouais. Alors, vous avez parlé de Marrakech. Bon, j'ai inversé les deux photos, mais je crois que c'est celle-ci, Marrakech, la photo d'après. Alors, non, Ah, non, là c'est un bon souvenir de voyage. Mais c'est vraiment cette année, l'année dernière en tout cas, l'année dernière. C'est un selfie, mais c'est un voyage que j'ai fait avec ma nièce. Nous étions toutes les deux et c'est à Abu Dhabi. Ah, c'est à Abu Dhabi, d'accord. Voilà. Et, mais plus que la destination, là, c'était le voyage avec ma nièce, vraiment en toute intimité. Et on a partagé de très, très bons moments. Et effectivement, on a privilégié des visites de choses magnifiques. Enfin, on s'est mis en scène aussi avec nos robes, etc. Qu'est-ce que les voyages vous apportent au-delà de la détente? Moi, ça m'apporte une certaine certitude que la Terre, elle est ronde peut-être, mais elle est aussi plate. C'est-à-dire que pour moi, on peut décider d'aller à un endroit de la Terre et qu'on y soit les bienvenus. Moi, j'estime que je suis, en tant qu'humain, bienvenue partout et à ma place partout. Donc, j'ai aussi le comportement qui favorise un petit peu cet accueil qu'on a. Il faut savoir voyager et je crois que j'ai appris au fur et à mesure de mes voyages à être une étrangère dans un pays, mais me sentir comme à la maison. Et voilà, c'est ce que ça m'apporte, c'est ce réconfort. On va continuer à parler de voyage, mais pas seulement. On passe à la rubrique Matinique. Alors, Martinique, on va parler de votre activité professionnelle, mais on va le voir, elle ne s'est pas déroulée qu'en Martinique, loin de là. On commence d'abord par les études et une université que vous avez connue. Alors là, on était quasiment à l'époque de la construction de l'université, Paris 12, Créteil. Paris 12, Créteil, oui. Donc, l'université dans laquelle j'ai fait mes 4 premières années d'études. En économie sociale, après en commerce international, enfin bon, tout le cursus. On va avoir une photo plus récente d'ailleurs de cette université. C'est la photo d'aujourd'hui, voilà. Puisqu'elle est devenue en fait Paris-Est, je crois. Paris-Est, Créteil. Ah, ça fait vraiment plaisir parce que je reconnais le parvis, le milieu. Donc, c'est de très, très, très belles années dans cette université. Donc, des études de marketing, c'est ça? De commerce international. C'était pas très loin de Savigny. Ensuite, je résidais à Antony, donc c'est toujours... Beaucoup d'étudiants martiniquais connaissent. Exactement. Non, c'est une très, très belle époque. Une belle époque d'apprentissage. Ça fait déjà quelques années. Je ne sais pas ce que c'est que d'être étudiant aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment... Il ne fallait pas rater cette partie de sa vie, quoi. Et vous avez commencé par voyager après les études, puisqu'on va retrouver là une image. C'est New York, hein? Ah oui. La côte Est des États-Unis. La côte Est. Alors, c'était le meilleur moyen pour moi d'apprendre l'anglais. Je tombais amoureuse d'un étudiant qui était venu... lui aussi, il est tombé amoureux de moi, d'ailleurs. Ah, ben ça tombe bien. D'un étudiant qui était venu faire une année d'école. Il y avait un programme d'échange qui s'appelait MICEFA à l'époque. Et donc, on a passé notre année scolaire en France, ensemble. Quand il est parti, c'est moi qui faisais le voyage à New York. Et la première fois que je suis allée, j'avais moins de 20 ans.
Je m'en souviens parce que je n'étais pas majeure pour entrer dans les clubs et dans les bars. Je ne pouvais pas boire d'alcool, et tant mieux. Et j'avais moins de 20 ans et j'ai passé mes 3 premiers mois à New York, sur toute la côte Est. Nous sommes allés à Miami. Alors justement, vous êtes descendu très au sud, Oui. à Miami. Qu'est-ce que... Alors, c'est très différent New York et Miami, hein, ne serait-ce Oui, que déjà oui, au niveau du climat. Qu'est-ce que c'est la connaissance des États-Unis, ces échanges vous ont apporté? Pour moi, c'était encore une fois tout à fait normal, hein. Je crois que c'est depuis très très longtemps que je considère qu'il faut aller partout en réalité, hein. Et j'étais vraiment très à l'aise, mais bon, j'étais bien entourée, hein. J'étais avec mon petit ami et sa famille, et j'étais vraiment très à l'aise à New York. Et aller à Miami, ben, c'était plus pour le côté festif, le côté, c'est complètement différent, hein. Ce sont Ouais. deux endroits complètement différents. Faire la fête depuis l'après-midi jusqu'au soir, découvrir les Keys, découvrir vraiment. Alors, on avait 20 ans et 25 ans, donc on n'avait pas non plus de très très gros moyens. Ouais. Donc d'ailleurs, on avait fait 36 heures de bus entre New York et Miami. Et pareil, on faisait nos découvertes avec les moyens du bord. Et c'est vraiment, heureusement que je l'ai fait parce que ça faisait partie aussi de l'apprentissage du voyage. Combien de temps ce road trip américain? La première fois, je suis restée 3 mois. Après, je suis régulièrement revenue et mon ami venait régulièrement en France. Donc, le road trip a duré le temps qu'a duré ma relation avec cet ami. Mais j'ai pu retourner très régulièrement aux États-Unis quand j'habitais plus tard à Sainte-Lucie. Oui. Alors, entre-temps, vous avez fait des études DESS Affaires caribéennes, c'est ça? Alors, après mes études à Paris 12, il était question de choisir une 5e année d'études, une spécialisation. Donc, c'était soit entamer un doctorat, soit faire un diplôme d'études spécialisées. J'ai toujours aimé les études. Alors, je ne sais pas si c'était parce que c'était confortable ou c'était juste pour faire des études comme ça ou juste pour passer le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'intéressait déjà de revenir sur la Caraïbe. Ça m'avait déjà intéressé de faire un travail, par exemple, j'avais fait un travail sur la banane depuis la France. J'avais fait aussi un stage à Saint-Martin pendant 4 mois, 5 mois, je ne me rappelle plus. Et ça m'intéressait d'approfondir un petit peu cette partie-là. Et j'ai eu vent par l'Université Paris 9 Dauphine de cette formation en Martinique. En Martinique. Et c'est comme ça que j'ai choisi de venir en Martinique faire le DESS Affaires caribéennes. Oui. Et puis après, vous arrivez dans cette île, aux autres pitons, les autres pitons de la Caraïbe. Voilà, dans cette île magnifique. Alors, je ne suis pas arrivée par le sud de l'île. Donc, les pitons, en réalité, je les ai découverts après être arrivée par Castries. Vous connaissiez déjà Sainte-Lucie ou pas du tout? C'était le premier voyage là-bas? Pas du tout. Mon premier voyage à Sainte-Lucie s'est fait à l'occasion d'un stage. Et je ne connaissais pas du tout, je n'y étais jamais allée. Et j'y suis arrivée en mode très très cool, hein, très rodéo, sans savoir vraiment chez qui j'allais, où j'allais être logée. Et tout s'est parfaitement mis en place. Et j'ai eu un accueil extraordinaire. Et là, je me suis dit que je ne m'étais vraiment pas trompée d'île. Et c'est peut-être de là que vient le coup de cœur que j'ai eu pour cette île. Et vous avez commencé par promouvoir des produits français? Alors, la première fois que je suis allée, c'était pour le stage à la chambre de commerce de Sainte-Lucie, où j'ai appris beaucoup de choses, puisque je travaillais sur un dossier qu'ils avaient sur les importations des produits d'autres pays de la Caraïbe vers Sainte-Lucie, par rapport aux produits qui étaient fabriqués à Sainte-Lucie. Enfin, c'est un peu complexe. Et puis, je suis revenue de mon stage avec de grandes idées.
Mais surtout, je suis repartie à Sainte-Lucie dans le cadre de la fameuse promotion de produits Français. français grâce à Didier, Mhm. c'est lui, hein, c'est lui qui m'a vraiment donné l'impulsion, Mhm. qui m'a dit un jour, bon, écoute, on peut faire du commerce avec Sainte-Lucie. Moi, Didier la marque, l'autre Didier non, ou Didier quelqu'un? Didier quelqu'un. D'accord. Alors Didier, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais Si ça ne le dérange pas, on non, peut. ça ne va pas le déranger. Didier Lordino. Mhm. On travaille ensemble et je me souviens qu'il m'a dit, mais tu fais rien, tu es libre, Mhm. tu peux y aller. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Sainte-Lucie, à faire Ouais. de la promotion des produits français et martiniquais à Sainte-Lucie. Et puis après, vous avez travaillé dans la grande distribution. Alors, ce n'est pas forcément l'enseigne qu'on va voir maintenant, parce que je crois qu'entre-temps, il y a eu des rachats de marques, mais vous avez travaillé dans la grande distribution pour le groupe Chastanet, je crois. Alors c'est exactement ça. Donc j'étais déjà sur Sainte-Lucie et donc j'ai été embauchée par le groupe, ça s'appelait Gable Woods. Mhm. C'était le groupe effectivement de Monsieur Chastanet. Il m'a embauchée pour pareil, hein, pour continuer Ouais. à faire la promotion des produits antillais et français. Et j'y suis restée 5 ans. Mhm. Voilà. Et c'était quasiment votre première grande expérience professionnelle, parce que... C'était ma première expérience professionnelle en tant que diplômée Ouais. adulte, mais j'ai toujours travaillé Mhm. pendant mes études. Et je pense que je travaille j'ai Ouais. travaillé à partir de 16 ans quand c'était possible, vraiment. Donc c'est pas vraiment c'était pas Mhm. vraiment ma première expérience professionnelle, mais c'était ma première expérience en tant que voilà, adulte, etc. Et elle s'est faite effectivement à Sainte-Lucie. Ouais. Donc, pendant 5 ans, et ensuite retour en Martinique, et vous travaillez pour une grande marque d'eau minérale martiniquaise. Voilà, retour en Martinique. Et puis depuis là-bas, j'ai trouvé ce job parce que c'était un CDD. Mhm. Et c'était vraiment une très, 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 très belle expérience pour revenir. Déjà, professionnellement, dans l'entreprise que je trouve magnifique, le produit, vraiment avec... enfin, Donc, la marque Chamflore de la voilà, famille la Claire. marque, etc. Et surtout pour moi, vivre à proximité de l'usine. J'ai vécu carrément à Font-Marie-Rennes et Ouais. ensuite à Chamflore. Pendant 1 an, c'était vraiment très très bien parce que je trouvais que les gens étaient extrêmement gentils et accueillants dans ce Nord-Atlantique. Je n'avais pas beaucoup d'amis en Martinique encore puisque Ouais. comme je vivais en France et que j'étais revenue, donc ça ne me dérangeait pas, je n'avais pas une vie sociale, mais à faire sur Fort-de-France. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette expérience Alors, le Morne de Rouge vie. étant entre le Nord-Caraïbe et le Nord-Atlantique, comme vous avez dit Nord-Atlantique, je pense que les gens du Morne Rouge vont se demander pourquoi. Mais bon. Mais c'est parce que je suis du Nord-Atlantique et que j'aurais aimé que toutes les belles choses soient situées au Nord-Atlantique. Et puis après, retour à la distribution, d'abord avec Conforama. Exactement. Donc après, Alors, le magasin n'était peut-être pas là à ce moment-là. Hein, alors je travaillais pas directement dans le magasin, mais je travaillais dans un bureau d'achat qui s'appelait Financière Caraïbes. J'étais assistante d'abord, ensuite acheteuse pour le groupe Conforama. Et là aussi, expérience extrêmement Ouais. enrichissante. Il y a eu aussi Méga Chauss, vous avez aussi travaillé dans les Voilà, chaussures. c'était le même groupe. Et Donc puis après, Roger Albert Nocibé. exactement. Et après 9 ans dans le groupe qui s'occupe des Nocibé et des magasins Nocibé en Guadeloupe, en Martinique, puis aussi en Guyane après. Voilà, 9 ans à travailler dans ce domaine-là qui... C'est pas mal hein, pour une femme hein, de travailler dans les parfums. Alors, Et le entre-temps, on va le maquillage. voir dans la troisième partie. Vous avez fait une formation qui vous a conduite à revenir à Sainte-Lucie, mais on va parler de Sainte-Lucie avec cette superbe photo où on voit à l'aéroport et puis, je pense, une partie du port de Castries. Ouais. Retour à Sainte-Lucie, vous n'avez jamais arrêté d'y penser, en fait, à Sainte-Lucie. Je n'ai jamais arrêté de penser une minute à Sainte-Lucie. J'avais beaucoup, beaucoup d'amis
ou de personnes qui m'appellent, qui m'ont appelé quand je ne travaillais pas à Sainte-Lucie en me disant bon, Annie, on vit en Martinique, ou bien tel ami passe en Martinique. En fait, j'étais souvent le point d'attache avec Sainte-Lucie, basée en Martinique. Toujours eu envie de retourner. J'y allais très, très, très fréquemment. À l'époque, on pouvait vraiment se déplacer facilement en avion pour aller à Sainte-Lucie. Et jusqu'à ce que finalement, l'histoire allait se répéter et que j'allais recommencer à travailler. Donc vous y revenez en 2018. Alors c'est une photo du site marina.com. On connaît bien sûr, enfin les Martiniquais connaissent, pour ceux qui ont eu la chance d'aller là-bas, ils connaissent Gros-Îlet. Voilà. Le vendredi soir, en général, c'est assez chaud. On va voir la photo de Gros-Îlet qui arrive. Exact. Ça n'a pas perdu de son intensité, de sa chaleur, Gros-Îlet. Au contraire, Gros-Îlet, le Friday Night existe tous les vendredis, excepté le vendredi saint. Attire toujours autant de monde. Les touristes qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, du Canada, d'où qu'ils viennent, des autres pays de la Caraïbe, de la Martinique et de Guadeloupe, c'est un passage pratiquement obligé pour s'amuser. C'est très très bon enfant. On y mange bien, on danse bien, on prend un bain de foule. Et puis on peut y aller, ne pas sortir trop tard. Manger des choses très intéressantes que les gens aiment beaucoup. Et voilà, donc c'est vraiment un des points forts de la destination Sainte-Lucie, c'est le Gros-Îlet. Donc depuis 2018, on va vous retrouver là justement en intervention. Depuis 2018, vous êtes devenue en quelque sorte l'ambassadrice martiniquaise de la marque Sainte-Lucie. Exactement, donc c'est de la marque Sainte-Lucie parce que je suis quand même chargée de faire passer ma passion pour le pays, ma passion pour la destination touristique. Et ça, ils l'ont bien compris. Il y avait quelque chose qui existait déjà, c'est que j'aimais beaucoup le pays. Donc là, aujourd'hui, je suis en charge de veiller à la bonne communication, à communiquer sur les événements qu'on réalise sur la destination, à être un peu facilitateur avec les professionnels du tourisme et ceux de Sainte-Lucie, vraiment coordonner tout ça sur le marché français. Et donc, je travaille avec toute une équipe qui est merveilleuse aussi, qui est basée à Sainte-Lucie, qui travaille au sein de l'autorité de tourisme. Et voilà, donc Donc, vous fonctionnez avec eux comme une espèce d'agence de promotion touristique, en fait, clairement. Mais aussi vraiment comme un membre de l'équipe. D'autant plus qu'avec la proximité, je peux me rendre très facilement sur Sainte-Lucie. En anglais, on aime bien dire quand on travaille de manière très, très proche avec quelqu'un, on travaille comme une famille. Donc c'est ça un petit peu. Mais sinon, pour parler d'une manière plus professionnelle, je suis consultant pour eux, mais je travaille au quotidien pour eux et avec eux. Et vous avez la chance d'avoir des porte-drapeaux comme Julian Alfred, qui est récemment championne olympique du 100 mètres. Ouais, c'était vraiment une très, très, très grande fierté. Donc, quand elle est arrivée à Paris, quand elle est arrivée sur la piste, quand elle est arrivée finalement à atteindre l'objectif d'être la femme la plus rapide du monde, ça a mis Sainte-Lucie sur l'échelle mondiale comme le pays, le petit pays le plus extraordinaire. Parce que c'est une île minuscule à l'échelle mondiale. Le minuscule pays le plus extraordinaire du monde grâce à Julian Alfred. Et il faut dire que les Sainte-Luciens portent toujours leur drapeau très haut. Et du coup, c'était la victoire de chacun d'entre eux. Et on l'a vraiment ressenti en termes d'énergie. Quand elle est revenue à Sainte-Lucie, il y a une énergie extraordinaire. Mais c'est une très, très, très belle histoire pour le pays. C'est la première médaille d'or olympique de tous les temps. Tout à fait. Et puis on le voit là, le Caribcation, Sainte Lucia, la Caraïbe est mise en avant. Sainte-Lucie n'hésite pas aujourd'hui à se situer dans la Grande Caraïbe à travers ses outils de communication.
Voilà, exactement. Il faut dire qu'en 2019, donc moi j'ai commencé en 2018, et en 2019, les choses allaient, avant le Covid, hein, les choses Oui. allaient extrêmement bien. Mhm. Et le marché caribéen représentait pour la destination Sainte-Lucie le second marché après les États-Unis. Oui. C'est énorme quand on pense que les Mhm. États-Unis sont très très lourds comme marché source Oui. pour la Caraïbe. Et oui, donc il a fallu à un moment communiquer pour des gens qui sont pareils. Mhm. Donc avec des images de gens qui nous Oui. ressemblent, avec des propos Mhm. aussi, avec une communication complètement adaptée. Donc la personne en charge de Caribcation, qui est aussi la personne avec qui je travaille, Oui. hein, et je travaille dans son service. Caribcation est vraiment là pour répondre aux besoins des touristes qui viennent de la Caraïbe. Caribcation.org, et on va voir, justement, vous parliez de montrer des gens qui leur ressemblent. On va voir cette campagne publicitaire qui a été faite en vidéo. Come to town, I'll take you around pretty St. Lucia. Come to town. Une campagne en français qui vise aussi à toucher la clientèle hexagonale, je pense, par rapport à la Martinique Oui, tout et à à la fait. Guadeloupe. Tout à fait. On a d'ailleurs une représentante en France qui est chargée aussi de mettre la destination Sainte-Lucie en premier choix, hein, Oui. en choix, En en tout première cas ligne. en première ligne dans les agences de voyage, les tours opérateurs internationaux, etc. En fait, aucun marché n'est négligé. Et le marché français est très important pour eux, ne serait-ce que parce qu'il vient faire écho à leur créolité. Et la proximité qu'ils ont avec la Martinique leur a bien démontré au fil des décennies que le marché, enfin, c'est plus qu'un marché, que ces cousins-là de tout près étaient aussi des visiteurs. On va continuer à parler de Sainte-Lucie à travers vos engagements. C'est politique. Alors, pas de politique politicienne pour vous, en tout cas pas encore. Non, pas du tout. Ouais. J'ai même peur d'en faire. La première chose qu'on va évoquer dans cette troisième partie, c'est votre volonté, après plusieurs années, de vous reformer, de repartir en formation. Vous l'avez fait à travers un dispositif qui a été mis en place avec l'ESSEC. Exactement, oui. Des fois, on s'ennuie, hein, on se dit qu'on a acquis des connaissances, mais est-ce qu'elles sont encore là, ou histoire aussi de rester actif. Oui, donc j'ai fait l'ESSEC en 2016. Donc c'est un dispositif qui avait été mis en place en Martinique. Oui. Dans le cadre de la formation continue. Voilà, hein. dans le cadre de la formation continue. Donc c'était une formation de management opérationnel où les professeurs de l'ESSEC Paris se déplaçaient pour la Martinique pour la promotion de cette année-là. On va retrouver d'ailleurs le groupe avec lequel vous avez votre promotion en quelque sorte. C'est ça, c'est ma promotion, voilà. On a vécu tous ensemble une très très belle aventure. Donc on a gardé des liens et ça a été, pour chacun, hein, ça a été une belle expérience à mener ensemble. En quoi l'ESSEC a contribué à votre retour à Sainte-Lucie en tant qu'ambassadrice? Bon, l'ESSEC m'a remise un peu à jour, quoi, en fait. Hein. Je me suis remise au marketing, à la finance, à la gestion opérationnelle des entreprises, etc. Et ça m'a surtout donné l'occasion d'écrire un mémoire que j'ai choisi, encore une fois, comme pour mes études supérieures, de faire autour de la Caraïbe. Du coup, j'avais carrément fait un projet où on valorisait les connexions et les échanges
de service de biens, encore une fois, entre la Martinique, parce que c'est l'île la plus connectée à Sainte-Lucie, et Sainte-Lucie, et de Sainte-Lucie, effectivement, on peut aller vers d'autres îles de la Caraïbe. Alors, il y a 2 événements que vous connaissez par cœur. Certains Martiniques, elles les connaissent bien aussi. On va commencer par une vidéo du carnaval. Elle est assez courte, elle dure 15 secondes, et on en reparle. Can you manage it? Can you walk it? Can you vibrate it? Can you climb on it? Get up thing like Irish thing. Every girl I wanna scrub it. Boy, tête la bad. Voilà, donc c'est une vidéo tirée de la chaîne YouTube Santa Lucia, qui n'est pas une chaîne officielle, hein, je crois. Est-ce qu'en 15 secondes, là, on a bien résumé le carnaval de Sainte-Lucie? On a surtout résumé l'ambiance. C'est exactement ce qu'on voit, hein. Beaucoup de couleurs, beaucoup de costumes. L'envie aussi de participer, parce que les carnavals comme ça de la Caraïbe, ce sont des carnavals dans lesquels on a envie d'y être. On a envie de mettre le costume, peut-être pas aussi sexy, il y a de tout. Hein. On peut mettre, on peut être comme on veut. Et surtout, c'est vraiment une explosion de couleurs, une explosion de joie. Et pour Sainte-Lucie, pour la destination Sainte-Lucie, c'est aussi l'occasion de redonner un rendez-vous à la diaspora sainte-lucienne qui se trouve un peu partout, aux Martiniquais, aux Guadeloupéens qui suivent énormément le carnaval de Sainte-Lucie, les Martiniquais, bien sûr. D'autant qu'il a lieu en juillet, donc on peut faire le carnaval, de février-mars et puis partir à Sainte-Lucie en juillet. Voilà, mais c'est ça. Mais il était, il y a quelques années, en même temps que le nôtre. Et pour des raisons d'attractivité touristique, il a été déplacé en juillet et vraiment, on ne regrette pas d'avoir fait ça parce qu'il a pris énormément d'ampleur ces derniers temps. Donc c'est encore une invitation à donner aux Martiniquais. On va voir tout à l'heure les affiches du festival du carnaval 2025, mais on va parler de l'autre grand événement de Sainte-Lucie, c'est bien entendu le festival de jazz. On va voir là l'affiche de 2024, une des affiches de 2024. On voit que c'est toujours très coloré, hein, en règle générale. Oui, c'est toujours très riche en événements, très coloré. Donc là, il y a c'était peut-être le festival. C'était Jazz Denson. Voilà, exactement. Et parce que le festival de jazz est très... ce sont des événements qui se passent sur toute l'île. Très décentralisés. Très décentralisés sur toute l'île. Donc, bien sûr, il y a le grand festival qui se passe à Pigeon Island. Et puis, il y a des jours de festival à Soufrière, dans d'autres communautés de l'île. Il y a des événements autour du festival de jazz. En fait, sur une période, donc, cette année, ce sera donc du 30 avril au 11 mai, il y aura une plénitude d'événements autour de la musique, du jazz et des arts. Parce que c'est un St. Lucia Jazz and Art Festival et des arts. On va reparler dans un instant du festival 2025, mais on va regarder cette vidéo du festival 2023 qui résume, je pense, assez bien également l'ambiance. St. Lucia Jazz Festival 2023, here we are! Hey mama, let's take it from there. A bouillon of different things, jazz, blues, Latin, pop. I mean, it was an amazing experience. I think if we're looking for a way to grow the festival, this is definitely the direction that we have to go. Now this on la plate. Bon, bien content moi ici, hein. C'est la première fois ma cabine.
voir à travers ce résumé, on va dire, du festival de jazz qu'il y a énormément, il y a beaucoup plus que du jazz en fait. On a vu Cassa au début, on a vu de la musique traditionnelle saint-lucienne, de la salsa, du raga, dancehall. Donc aujourd'hui, c'est pas seulement un festival de jazz, c'est vraiment tous les arts musicaux et les autres arts aussi. Voilà, c'est ouvert à vraiment tous les styles, mais c'est surtout la place faite à la culture sainte-lucienne qui donne son sens à un tel effort du gouvernement pendant ce festival, parce que c'est le gouvernement en fait qui organise. L'impact est très fort sur le tourisme. L'impact est très fort pour le tourisme, mais il se fait aussi par la promotion des arts et de la culture sainte-lucienne, ensuite la culture régionale et la culture internationale. Ces trois aspects-là sont pris en compte à chaque programmation de tous les événements. On essaye vraiment de faire une espèce de cohésion musicale, artistique, pour que chacun y trouve son compte et pour vraiment mettre l'île dans une atmosphère festive et curieuse. On la ressent bien à travers cette vidéo, tirée d'ailleurs du site Travel St. Lucia, qui je crois est un des sites gouvernementaux. C'est l'un des sites du St. Lucia Tourism Authority, l'Office du tourisme de Sainte-Lucie. On va voir cette photo aérienne qui est toujours impressionnant de voir, voilà, on voit la foule, alors je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Je crois que c'est le festival de l'an dernier de mémoire. Et on voit aussi toutes ces couleurs, toute cette ambiance qui ressort de cette photo. Et quand on pense que ce festival se fait dans un endroit iconique, Pigeon Island, qui est complètement transformé pour l'occasion, et qui redevient pareil le lendemain. C'est-à-dire qu'avec des règles quand même de protection. Et donc c'est un lieu qui se veut extrêmement accueillant pour les 30 éditions du festival qui ont déjà eu lieu et celles qui vont suivre. Alors comme les Saint-Luciens sont des gens prévoyants, les affiches du festival de jazz, mais aussi du carnaval qui a lieu en juillet, sont déjà prêtes. Carnaval 2025. On va voir d'abord cette première affiche. Il y a souvent plusieurs affiches, j'ai remarqué, pour la promotion de ces événements-là. Alors on voit ces très très belles couleurs du festival, qui annonce le festival 2025 du 1er au 23 juillet. On va en voir une autre également. Alors là, on est plutôt dans le déguisement, on va dire. Dans le costume. Dans le costume. Oui. Parce que le carnaval, c'est tout ça. Hein. C'est vrai que les costumes sont mis en avant. D'ailleurs, l'année dernière, on a même un styliste antillais, enfin guadeloupéen, qui a travaillé de très près avec un groupe de carnaval de Sainte-Lucie. Enfin, c'est encore de l'art et de la culture. Et puis, donc, il y a cette partie du carnaval, si je peux vraiment me permettre. Bien sûr. Il y a cette partie du carnaval avec les costumes dans la rue, etc. Mais il y a toute une partie qui se passe avant. Un peu comme le festival de jazz, il y a beaucoup de choses autour. En fait, mais même culturellement, le carnaval, c'est pas que ça. Parce que c'est du 1er au 23. Et du 1er au 23, il y a les concours de calypso, il y a le concours de reines et de rois du carnaval, il y a les concours de chant. Il y a plein d'activités qui sont très, très, très prisées par les Saint-Luciens. Et puis le festival de jazz 2025 qui vient d'être lancé à Sainte-Lucie. Alors on voit d'abord cette affiche à dominante rose, on va dire. Donc 30 avril, 11 mai. Et c'est un festival... voilà, la promotion est déjà partie, donc je suppose que les réservations souvent sont faites très à l'avance par les visiteurs. Oui, par les visiteurs, par les agences de voyage aussi, hein, qui vont offrir des packages à leurs clients. Donc il y a tout un business derrière quand même. Hein. C'est une très très grosse organisation. Donc là, avec cette affiche, par exemple, on anticipe l'annonce du festival. On sait dès la fin de ce festival-là, dernier, quand seront les dates du prochain festival, parce que le dernier dimanche du festival est toujours, depuis 30 ans, le dimanche de la fête des mères à Sainte-Lucie. Donc ça donne un accent particulier à la fête, ça s'appelle Celebration, ultime célébration, parce que c'est aussi la fête des mamans. Donc tout a un sens.
Et tout est fait pour que les gens soient heureux d'y être et surtout de revenir l'année d'après. On va voir la programmation d'ailleurs qui est très alléchante, mais avant tout, cette affiche, vous avez parlé de Pigeon Island. C'est autour de Pigeon Island notamment que se passe je dirais le principal du festival, mais on l'a vu, c'est aussi tout Sainte-Lucie. Et voilà donc la programmation du festival 2025. Alors bon, je n'arrive pas à tout lire, mais j'ai cru voir John Legend. Je n'ai pas mes lunettes, mais je devine un peu. Ce programme, il a arrêté très tôt également, parce que ce sont des artistes qui sont de dimension internationale, donc forcément, il faut les réserver tôt. Et c'est vraiment une grosse organisation, c'est de très très grosses discussions. Cette année, on a fait fort quand même en annonçant le programme complet ou presque complet très tôt. En tout cas, toutes les pointures sont là. Il y a aussi, il y aura du compas avec Tabou Combo et Joey Doigt de Filet. Là, vraiment pour faire plaisir aux jeunes générations. Il y aura aussi de la musique... Alors, les jeunes et les plus anciens, parce que Tabou Combo fait le lien un peu avec... Mais sur la scène, il y aura le lien qui sera fait aussi avec ces deux artistes compas-là. Voilà, il y a aussi du jazz, une grande place donnée au reggae, à la musique du monde, au gospel aussi, et au jazz pur. On aura 2 soirées de jazz pur, notamment une avec que des femmes. Et vraiment, peut-être qu'on ne connaît pas tous les artistes, mais l'atmosphère, l'ambiance, la curiosité aussi peut être une raison d'y aller et de participer à plusieurs concerts. Est-ce que la population sainte-lucienne adhère totalement à ces événements, à ces 2 événements, le carnaval et le festival de jazz? Ah mais complètement. Il y a même par rapport à leur attrait touristique, je veux dire. Parce qu'en fait, le tourisme est fait vraiment pour que la population puisse y gagner quelque chose. C'est quasiment le premier secteur d'activité. C'est une industrie. Et ces événements sont faits pour alimenter cette industrie, pour donner des raisons aux visiteurs de venir. Et donc, chacun tente de récupérer une partie de cette manne qui peut venir de l'extérieur. Donc, du vendeur de coco jusqu'à l'hôtelier. Est-ce que les Martiniquais, alors on sait qu'ils adorent Sainte-Lucie, ils adorent aussi le festival de jazz. J'entends un peu moins parler du carnaval. Est-ce que les Martiniquais sont autant présents au festival de jazz qu'au carnaval? Ils sont là. Peut-être qu'ils n'en parlent pas, parce que c'est vrai que le festival de jazz a 30 ans. Il y a eu des générations qui sont venues au festival. Vraiment, moi j'estime, je le dis, je le pense, que les Martiniquais ont vraiment contribué très, très, très fortement à la durée, à la pérennité de ce festival et au fait qu'il existe toujours et qu'il soit très, très puissant aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est sûr. Mais le carnaval, c'est seulement depuis ces quelques dernières années qu'il prend cette ampleur. Et ça va très, très vite, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on fait aussi pas mal de marketing d'influence, avec les influenceurs, etc. Et là, le carnaval est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'est un festival, on va dire, entre guillemets, plutôt jeune par rapport au festival de jazz, mais l'engouement est là. Et encore une fois, je salue quand même... il y a un engouement très particulier aussi des Guadeloupéens pour le carnaval de Martinique. Alors, la promotion est lancée, on peut déjà réserver. Comment ça se passe? Sur le site caribcation.org? On peut trouver toutes les informations sur le site caribcation.org. Il y a aussi un site spécial pour le festival de jazz, mais il y a aussi des agences de voyage. Vraiment, je salue toujours leur travail parce qu'elles proposent quelque chose de tout fait et ça aussi, c'est très intéressant. Oui, c'est ce qui m'a frappé effectivement quand j'ai fait mes recherches, c'est qu'en fait, il y a énormément d'agences de voyage ou d'excursionnistes, etc., qui font leur promotion autour du festival de jazz et du carnaval. Donc, mais c'est ça, en fait. Hein. Bon, pour la personne intéressée par l'économie que je suis, je trouve qu'il y a un sens à ce que tous les secteurs bénéficient d'un effort qu'une destination fait ou qu'un gouvernement fait. Voilà. Alors, pour une Caribéenne comme vous, il y a quand même un hic,
mais nous sommes tous victimes, c'est la desserte. La desserte à la fois aérienne et maritime. Alors, il y a eu des efforts de fait, mais on sait que ça reste compliqué. Même Sainte-Lucie, qui est tout près de chez nous, on a parfois du mal à y aller. Vous en avez fait l'expérience à nouveau récemment. C'est pas évident d'avoir un transport tous les jours pour aller à Sainte-Lucie, par exemple. En fait, c'est pas évident d'avoir un transport quand on en a besoin, absolument. Donc après, on peut planifier ces choses. On va voir la carte d'ailleurs de la Caraïbe. Ouais. Donc, on a du mal à comprendre, en fait, Ouais. comment sur des îles aussi rapprochées, il n'y a pas un transport organisé. Moi, c'est mon questionnement. Bon, je peux essayer de comprendre, mais bon, je ne comprends quand même pas qu'une région composée de plusieurs îles, et notamment des pays, même s'ils sont petits, n'arrivent pas à ne sont pas connectés. Ceci dit, les îles anglophones entre elles sont plutôt connectées, sont bien connectées. Donc le problème, il vient... À la fois par avion et par bateau. Peut-être moins par bateau ou pas du tout par bateau, en réalité, à part Sainte-Lucie et la Dominique qui sont connectés par une entreprise française, du coup, mais par avion. Donc on connaissait tous la Liat, mais qui faisait vraiment le taxi de la Caraïbe. D'autres compagnies le font encore. Il y a plusieurs compagnies caribéennes qui connectent plusieurs îles entre elles. Mais là où la difficulté se pose, c'est avec les îles françaises. Oui. Il n'y a absolument, pour le moment, aucune compagnie aérienne qui connecte tous les jours Sainte-Lucie à la Martinique. Mais je pense que ça va se régler, j'espère. Ça va se régler. Heureusement. Il y avait la Liat à un moment, mais bon, voilà. c'est... Mais il y avait tout à un moment, et à un moment... Enfin, moi, je me souviens qu'il y a quelques années, c'était très facile d'aller à Sainte-Lucie, et pour, en plus, pas très cher du tout. Je ne m'étais pas vraiment posé le problème de connectivité avec Sainte-Lucie. Avec les autres îles, oui, mais pas avec Sainte-Lucie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On le voit sur cette carte du site Vectisi. C'est vrai qu'on est tout près, tout proche, mais finalement, pas forcément par les transports. On est très loin par les transports, très loin aussi par l'accessibilité financière, c'est un peu cher. Voilà. Merci beaucoup Annie-Claude Lefroy. Merci de nous avoir parlé de vous et aussi de Sainte-Lucie. Donc vous êtes, je crois qu'on peut le dire, vous êtes amoureuse de Sainte-Lucie, clairement. Ah mais clairement oui, et merci de m'avoir donné l'occasion de parler si longuement de Sainte-Lucie. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt, on va reparler sans doute du carnaval, du festival de jazz à bord et du carnaval. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement sur les antennes de Zitata. Bonne soirée, bonne journée.